Je me suis réveillée à l'hôpital sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivée la nuit de ce qui m'était arrivé. Le médecin a dit qu'on m'avait trouvée inconsciente en bas des escaliers de ma cave avec un grave traumatisme crânien. Mon mari était assis à côté du lit, l'air inquiet, et me tenait la main. Il a dit, « Tu es tombée dans les escaliers. Dieu merci, je t'ai trouvée à temps. » Mais quelque chose clochait dans son histoire. Ma belle-mère n'arrêtait pas de lui chuchoter des choses dans un coin de la chambre. Ma belle-sœur ne voulait pas du tout croiser mon regard. Quand l'infirmière est venue vérifier mon état, elle m'a discrètement glissé un mot plié. « J'ai vu quelque chose sur les caméras de sécurité avant que votre mari ne les supprime. Soyez prudente. » Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Cette nuit-là, quand tout le monde est enfin parti, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un fichier vidéo provenant d'un numéro inconnu. Quand je l'ai lu, les lumières fluorescentes au-dessus de mon lit d'hôpital semblaient me transpercer le crâne. Tout me faisait mal. Ma tête pulsait d'une douleur si intense que je pouvais à peine ouvrir les yeux sans avoir envie de crier. Le bip des moniteurs créait un rythme qui semblait se moquer des lacunes de ma mémoire. Le docteur Laurence Chen se tenait au pied de mon lit, son expression professionnellement neutre alors qu'il m'expliquait mon état. Commotion cérébrale sévère, côte cassée, ecchymose le long de ma colonne vertébrale. Des coupures sur les mains compatibles avec une tentative d'amortir une chute. Il parlait de cette manière prudente qu'ont les médecins lorsqu'ils pèsent chaque mot. « Vous avez de la chance d'être en vie, Madame Patterson, a-t-il dit. La blessure à la tête aurait pu être bien pire. Quelques heures de plus sans traitement et nous aurions une conversation très différente. » Mon mari, Tyler, était assis sur la chaise à côté de moi, sa main enroulée autour de la mienne. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres ombraient ses yeux et ses cheveux habituellement soignés partaient dans tous les sens. Il a serré doucement mes doigts. « Tu es tombé dans les escaliers de la cave » m'a-t-il dit, la voix chargée de ce qui ressemblait à de l'inquiétude. « Je t'ai trouvé en bas. Tu ne bougeais pas. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai essayé de me souvenir de la cave, de notre maison, de descendre ces escaliers. Rien ne venait, juste le noir. Et puis le réveil ici, avec des inconnus penchés sur moi, me demandant si je connaissais mon nom et en quelle année nous étions. Je ne me souviens de rien, ai-je murmuré. Ma gorge était à vif, comme si j'avais crié. La mère de Tyler, Dorothy, se tenait près de la fenêtre, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Tyler, puis à moi, puis de nouveau à Tyler. Ses lèvres bougeaient silencieusement, formant des mots que je ne pouvais pas distinguer. Toutes les quelques minutes, elle se penchait vers son fils et lui chuchotait quelque chose qui lui faisait crisper la mâchoire. Sa sœur, Nathalie, était assise de l'autre côté de la pièce, fixant son téléphone avec une intensité qui semblait forcée. Elle ne m'avait pas regardé directement une seule fois depuis que j'avais repris connaissance. Son doigt défilait sans fin sur l'écran, mais ses épaules restaient rigides de tension. « La police voudra vous parler » a poursuivi le docteur Chen. « C'est la procédure standard pour ce type d'accident. L'officier Martinez devrait être là d'ici 1 heure. » Accident. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. La prise de Tyler sur ma main s'est resserrée presque imperceptiblement. Dorothy a interrompu son chuchotement, ses yeux se tournant brusquement vers le médecin. Le défilement de Nathalie s'est arrêté un instant avant de reprendre. Le docteur Chen est parti après avoir vérifié mes constantes une dernière fois. Une infirmière est entrée peu de temps après. Une jeune femme aux yeux bienveillants et aux cheveux sombres attachés en une queue de cheval pratique. Son badge indiquait « Ashley M ». Elle se déplaçait efficacement dans la pièce, vérifiant les perfusions et ajustant les moniteurs. Alors qu'elle se penchait pour examiner le bandage sur ma tête, elle a pressé quelque chose de petit et de plié dans ma paume. Ses doigts se sont attardés juste assez longtemps pour s'assurer que je le tenais avant de se retirer. « Vous devez vous reposer » a-t-elle dit à voix haute, sa voix portant dans toute la pièce. Puis, plus bas, près de mon oreille, « Ne les laissez pas le voir. » Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche. Le moniteur m'a trahi avec son accélération soudaine de bip. Tyler s'est levé immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle va bien?
Ashley s'est éloignée en douceur, son masque professionnel de nouveau en place. Juste une réaction à la douleur. Tout à fait normal. Je vais lui chercher quelque chose pour ça. Elle est partie rapidement. J'ai gardé le poing fermé sur ce qu'elle m'avait donné, reconnaissante que la fine couverture de l'hôpital cache mes mains. Tyler s'est rassis sur sa chaise, mais Dorothy s'était rapprochée, ses yeux fixés sur les moniteurs comme si elle pouvait lire mes pensées dans les chiffres affichés. « Tu devrais rentrer dormir un peu », ai-je dit à Tyler. Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. « Tu as l'air épuisé. » Il a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je ne te quitte pas. Pas après ce qui s'est passé. Ta mère et Nathalie devraient se reposer aussi. Ça ne sert à rien que tout le monde reste ici toute la nuit. » La bouche de Dorothy s'est pincée en une ligne fine. Nous sommes une famille. Nous restons ensemble dans les moments difficiles. La façon dont elle a insisté sur le mot « famille » a fait naître quelque chose de froid dans ma poitrine. Nathalie a finalement levé les yeux de son téléphone et, pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans son expression. De la peur, de la culpabilité. Avant que je ne puisse l'identifier, elle a de nouveau détourné le regard. Les heures s'écoulèrent lentement. Dorothy et Nathalie sont finalement parties vers 20h, après que Tyler leur ait assuré à plusieurs reprises qu'il appellerait si quelque chose changeait. Il s'est assoupi sur sa chaise, la tête penchée en arrière à un angle qui lui laisserait un torticolis. Le couloir de l'hôpital à l'extérieur est devenu plus silencieux à la fin des heures de visite. J'ai attendu que sa respiration devienne profonde et régulière. Le papier dans ma main était devenu humide à force de le serrer. Lentement, prudemment, je l'ai déplié sous la couverture, là où il ne pouvait pas voir. L'écriture était hâtive mais lisible. J'ai vu quelque chose sur les caméras de sécurité avant que votre mari ne les supprime. Soyez prudente. Ma poitrine s'est serrée. Les caméras de sécurité. Notre système de sécurité domestique. Tyler l'avait installé lui-même l'année dernière après une série de cambriolages dans le quartier. Des caméras à chaque entrée et une dans la cave, car c'est là que nous gardions des outils et du matériel coûteux. Avant que votre mari ne les supprime. J'ai relu les mots, encore et encore, le papier tremblant dans ma main. Tyler a bougé sur sa chaise, et j'ai rapidement chiffonné le mot dans ma paume, mon cœur martelant contre mes côtes cassées. Il ne s'est pas réveillé. Je me suis forcée à respirer normalement malgré la panique qui me serrait la gorge. Soyez prudente. Pourquoi quelqu'un me mettrait-il en garde contre mon propre mari? Mon téléphone. Où était mon téléphone? J'ai balayé du regard la petite chambre d'hôpital. Là, sur la table roulante poussée contre le mur. Trop loin pour l'atteindre sans me lever, et me lever réveillerait certainement Tyler. J'ai attendu 20 minutes, 30. Finalement, Tyler s'est agité, s'est étiré et s'est levé. Je vais chercher un café, a-t-il dit en se frottant le visage. Tu veux quelque chose? J'ai secoué la tête. Il a hésité, comme s'il allait rester, mais ce qu'il a vu dans mon expression a dû le convaincre que je serais bien seule pendant quelques minutes. La porte s'est refermée doucement derrière lui. J'ai bougé immédiatement, ignorant la douleur fulgurante dans mes côtes alors que j'attrapais la table et la rapprochais. Mon téléphone était là, éteint. Pourquoi était-il éteint? Je le gardais toujours chargé et allumé. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Le démarrage a semblé une éternité. Chaque seconde était une heure. Tyler serait de retour d'une minute à l'autre. Le café était juste au bout du couloir. Vite, vite, vite. L'écran s'est enfin allumé. Des dizaines d'appels manqués et de messages d'amis et de la famille. Je les ai tous fait défiler, cherchant quelque chose d'inhabituel. Rien. Puis je l'ai vu. Un fichier vidéo d'un numéro inconnu envoyé la veille. L'horodatage indiquait qu'il était arrivé alors que j'étais inconsciente, avant la première visite de Tyler. Mes mains tremblaient alors que j'appuyais sur play, en gardant le volume bas. L'image était granuleuse, en noir et blanc, provenant clairement de notre caméra de sécurité de la cave. Je me suis vue descendre les escaliers en portant un panier de linge. Normal, banal.
J'ai atteint le bas et me suis dirigé vers la machine à laver, hors du cadre. Puis Tyler est apparu en haut des escaliers. Son expression n'était pas celle du mari aimant que je connaissais. Elle était froide. Calculée. Il a regardé derrière lui, vérifiant quelque chose, puis est descendu rapidement. L'angle de la caméra capturait la majeure partie de la cave. Je me suis vu me retourner, j'ai vu mon visage passer de la surprise à la confusion, puis à la peur. Alors que Tyler s'avançait vers moi avec détermination, il a dit quelque chose. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais j'ai vu ma bouche former le mot « quoi ». Il m'a attrapé, sans douceur. Ses mains se sont refermées sur mes bras et il m'a secoué violemment. Je me suis débattue, essayant de m'éloigner. Le panier de linge est tombé, les vêtements s'éparpillant sur le sol en béton. Je parlais, peut-être que je criais. Le visage de Tyler s'est tordu de colère. Puis il m'a poussé violemment, délibérément. J'ai été projetée en arrière, les bras tournoyants, cherchant n'importe quoi pour arrêter ma chute. Ma tête a heurté le coin de l'étagère métallique que nous gardions contre le mur. Je me suis effondrée comme une poupée de chiffon, immobile sur le sol. Tyler est resté debout au-dessus de moi un long moment. Il a sorti son téléphone, a passé un appel. Je le voyais parler, gesticuler. Après peut-être 2 minutes, il s'est agenouillé à côté de moi, a arrangé mon corps différemment. Il a attrapé un marteau sur l'établi et l'a placé près de ma main tendue, comme si je l'avais porté. Puis il a rapproché le panier de linge, a éparpillé plus de vêtements autour de moi, créant une scène, pour faire croire à un accident. La vidéo s'est terminée. Je fixais l'écran vide, mon corps entier engourdi, à l'exception de la rage qui montait dans ma poitrine comme une tempête. Il a essayé de me tuer. Mon mari, l'homme que j'avais épousé il y a 5 ans, l'homme qui m'apportait le café au lit le dimanche et laissait des petits mots dans mon sac de déjeuner. Il m'avait délibérément attaqué puis avait mis en scène un accident. La poignée de la porte a tourné. J'ai failli laisser tomber le téléphone en le glissant sous mon oreiller. Tyler est entré, portant 2 tasses de café, son expression douce. « Je t'en ai apporté quand même », a-t-il dit. Je me suis dit que tu en voudrais peut-être en te réveillant davantage. Je l'ai regardé, vraiment regardé, cherchant le moindre signe du monstre que je venais de voir sur cette vidéo. Il m'a souri, ce sourire chaleureux et familier qui m'avait autrefois fait me sentir en sécurité. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé en se rasseyant sur sa chaise. « Fatigué » ai-je réussi à dire. Je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé. Ça reviendra, m'a-t-il assuré. Le médecin a dit que la perte de mémoire est normale avec un traumatisme crânien. Il comptait le dessus. Il comptait sur mon incapacité à me souvenir. Il comptait sur les enregistrements de sécurité supprimés, mais il avait manqué quelque chose. D'une manière ou d'une autre, cette vidéo était sortie. Quelqu'un l'avait sauvegardée avant qu'il n'efface tout. Ashley, l'infirmière. Ce devait être elle. Elle devait l'avoir accédé aux enregistrements d'une manière ou d'une autre, vu ce qui s'était réellement passé, et les avoir sauvegardés avant que Tyler ne puisse détruire toutes les preuves. Je devais sortir d'ici, loin de lui. Mais comment ? J'étais blessée, faible, et il me surveillait constamment. Dorothy et Nathalie étaient clairement impliquées d'une manière ou d'une autre, d'après leur comportement. Je n'avais aucun allié ici, à part une infirmière que je venais de rencontrer. Tyler, dis-je prudemment. Pourquoi étions-nous dans la cave ? Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Tu faisais la lessive. J'étais descendu pour te demander si tu voulais de l'aide pour le dîner. Menteur. Je t'ai vu. Tu es descendu spécifiquement pour me faire du mal. Et je suis juste tombé. J'ai perdu l'équilibre. Tu étais en haut des escaliers quand c'est arrivé. Tu as dû trébucher. J'ai entendu le bruit et je t'ai trouvé en bas. Un autre mensonge. La vidéo me montrait déjà en bas. Chaque mot sortant de sa bouche était une fiction calculée. Et les caméras de sécurité ? Ont-elles enregistré quelque chose ? Sa mâchoire s'est crispée presque imperceptiblement. Le système a mal fonctionné. Une surtension a effacé les enregistrements.
Pas de chance. Tellement pratique. Trop pratique. Mais j'ai joué le jeu, laissant mon expression montrer la confusion et l'acceptation. Je devrais essayer de dormir, ai-je dit. J'ai une de ces migraines. Bien sûr. Il s'est levé, m'a embrassé doucement sur le front. Les mêmes lèvres qui avaient souri en me regardant étendue, inconsciente, sur le sol de cette cave. Je suis juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai fermé les yeux et fait semblant de m'endormir, bien que chaque mouvement provoque des douleurs aiguës dans mes côtes qui rendaient tout repos authentique impossible. À travers mes cils, je l'ai observé sortir son téléphone et commencer à taper. Son visage était illuminé par la lueur de l'écran, et l'expression froide de la vidéo vacillait sur ses traits comme un fantôme. L'officier Martinez est venu le lendemain matin. Elle avait la quarantaine, professionnelle mais chaleureuse, avec des yeux observateurs qui ne manquaient rien. Elle m'a posé des questions sur l'accident pendant que Tyler était assis dans le coin, soi-disant pour nous laisser de l'intimité, mais surveillant clairement chaque mot. Je ne me souviens pas de grand-chose, lui ai-je dit honnêtement. Juste de m'être réveillée ici. Vous souvenez-vous d'avoir eu des disputes avec votre mari récemment? Un stress quelconque à la maison? Tyler a bougé. J'ai senti son attention s'aiguiser. Non, ai-je dit, tout allait bien. L'officier Martinez a hoché la tête, a pris des notes. Le type de blessure est compatible avec une chute, mais nous devons enquêter de manière approfondie. Procédure standard. Bien sûr, a interjeté Tyler. Nous comprenons. Tout ce dont vous avez besoin. Après son départ, Tyler s'est légèrement détendu. Il se croyait en sécurité. Il pensait que les caméras supprimées et mon amnésie commode l'avaient protégé. Il n'avait aucune idée de la vidéo sur mon téléphone. Le docteur Chen m'a laissé sortir 3 jours plus tard avec des instructions strictes de repos et de rendez-vous de suivi. Tyler m'a ramené à la maison comme le mari dévoué, m'aidant à sortir de la voiture et à entrer dans la maison avec une douceur attentionnée. Dorothy et Nathalie attendaient à l'intérieur avec des gratins et des visages inquiets. Nous nous occuperons de tout, a annoncé Dorothy. Toi, concentre-toi sur ta guérison. Je les ai laissés s'agiter. Je les ai laissés penser que j'étais une victime impuissante qui ne se souvenait de rien. Pendant ce temps, j'avais déjà envoyé la vidéo sur 3 comptes de stockage cloud sécurisés depuis mon lit d'hôpital. Preuve, assurance, protection. Cette nuit-là, Tyler était allongé à côté de moi dans notre lit. Je fixais le plafond dans l'obscurité, hyper consciente de chacune de ses respirations, de chaque mouvement. Une semaine auparavant, je me sentais en sécurité ici. Maintenant, je partageais un lit avec quelqu'un qui avait essayé de me tuer. J'ai réfléchi, a dit doucement Tyler. Peut-être qu'on devrait faire un voyage une fois que tu iras mieux. S'éloigner de tout. Le stress n'a été bon pour aucun de nous deux. M'emmener dans un endroit isolé. C'est ce qu'il voulait dire. Finir ce qu'il avait commencé. Ça a l'air sympa, ai-je menti. Où pensais-tu aller? Peut-être ce chalet dans le Vermont. Celui qu'on a loué l'année dernière. C'est si paisible là-haut. Paisible, isolé, à des kilomètres de toute aide. Ma peau s'est hérissée. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Une fois que je me sentirai plus forte. Il s'est retourné et sa respiration s'est bientôt approfondie en sommeil. Je suis restée éveillée, à planifier. J'avais besoin d'aide. Quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un avec des ressources et de l'autorité. Le matin, après le départ de Tyler pour le travail, j'ai appelé ma sœur, Brooke. Elle vivait à 2 États de là et nous ne nous étions pas parlé depuis des mois après une dispute stupide sur les plans des vacances. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand elle a répondu, et tu dois tout écouter avant de réagir. Je lui ai envoyé la vidéo. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'elle la regardait. Quand elle s'est terminée, un silence s'est étiré entre nous. Viens chez moi, a-t-elle finalement dit. Maintenant, aujourd'hui. Fais une valise et sors de là. Je ne peux pas simplement partir. Il saura que quelque chose ne va pas.
S'il pense que je me souviens ou que je soupçonne quelque chose, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Alors on va à la police, on leur montre la vidéo. Et on dit quoi? Que j'ai récupéré des enregistrements de sécurité supprimés comme par magie. Ils demanderont comment je les ai eus. L'infirmière qui m'a aidé pourrait perdre son emploi. Et Tyler est intelligent. Il aura des avocats. Sa famille a de l'argent. Ils vont embourber ça au tribunal pendant des années pendant que je serai coincé dans un vide juridique. Et il sera libre d'essayer à nouveau. Brooke est restée silencieuse un moment. Alors, que veux-tu faire? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Ce que j'ai fait pour qu'il veuille ma mort. Et je veux des preuves irréfutables. Pas seulement une vidéo qu'un bon avocat pourrait minimiser. Je veux tout. C'est dangereux. Tu parles de rester dans cette maison avec lui, de prétendre que tout va bien pendant que tu enquêtes sur ta propre tentative de meurtre. Je sais. Mais si je fuis maintenant, il gagne. Il continue à vivre sa vie pendant que je regarderai par-dessus mon épaule pour toujours. Non, je ne lui donnerai pas ça. Ma sœur et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Trop différentes. Trop de distance entre nous, à la fois littéralement et métaphoriquement. Mais le sang comptait quand ça comptait vraiment. Elle a accepté de m'aider à contre-cœur. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai joué le rôle de l'épouse convalescente parfaite. J'ai laissé Tyler et sa famille s'occuper de moi, j'ai accepté leurs soins et leurs fausses inquiétudes. Pendant ce temps, je cherchais dès que de brèves occasions se présentaient. Notre bureau à domicile quand Tyler prenait sa douche, son ordinateur portable pendant les quelques minutes qu'il passait dehors à prendre des appels professionnels, le sac de sport qu'il avait laissé près de la porte d'entrée un matin quand Nathalie est arrivée à l'improviste et l'a distrait. Relevé bancaire, email, message texte. Ashley, l'infirmière, m'avait glissé son numéro avec la vidéo. Je lui ai envoyé un texto prudemment en utilisant un téléphone prépayé que Brooke m'avait envoyé par la poste. C'était elle qui avait sauvegardé les images. Elle avait vu Tyler accéder au système de sécurité à distance depuis l'hôpital, l'avait regardé supprimer des fichiers tout en étant assis à mon chevet. Elle était arrivée aux enregistrements la première, téléchargeant ce qu'elle pouvait avant qu'ils ne disparaissent. Je vois trop d'accidents qui ne collent pas, m'a-t-elle envoyé. Des épouses qui tombent dans les escaliers. Des femmes qui foncent dans des arbres. Personne ne remet jamais en question le mari éploré. Elle avait raison. Combien de fois ce même scénario s'était-il produit? Combien de femmes n'avaient pas eu la chance de survivre, de voir la vidéo, de connaître la vérité? Mon enquête a révélé des choses que j'avais manquées pendant notre mariage. Des documents financiers montrant que Tyler avait souscrit une police d'assurance vie sur moi il y a 18 mois. 2 millions de dollars. Je n'avais jamais rien signé, on ne m'en avait jamais parlé. La signature ressemblait à la mienne, mais je savais que ce n'était pas le cas. Documents falsifiés, préméditation. Ce n'était pas un crime passionnel soudain. Il avait planifié cela. Plus je creusais, plus des détails troublants émergeaient. Les relevés bancaires montraient des retraits en espèces de montants étranges au cours de l'année écoulée. 3 cents ici, 5 cents là. Jamais assez pour déclencher des alertes, mais réguliers. Pour construire quelque chose, peut-être payer quelqu'un pour l'aider avec les documents falsifiés, peut-être couvrir des traces que je n'avais pas encore découvertes. J'ai trouvé un deuxième téléphone caché dans le sac de sport de Tyler. Un appareil cellulaire prépayé bon marché avec seulement une poignée de contacts. La plupart étaient répertoriés par des initiales uniques, R, J, monsieur rien qui ne puisse les identifier si quelqu'un tombait sur le téléphone. L'historique des textos avait été supprimé, mais le journal d'appel était resté. Plusieurs appels au même numéro sur plusieurs mois, toujours bref, jamais plus de 2 ou 3 minutes. Brooke m'a aidé à tracer l'un des numéros grâce à un ami qui travaillait dans les télécommunications. Il appartenait à un détective privé spécialisé dans les réclamations d'assurance, le genre de personne qui saurait exactement comment faire passer une mort pour un accident. Comment éviter les signaux d'alarme qui déclencheraient une enquête plus approfondie de la part des compagnies d'assurance ou des forces de l'ordre? Tyler avait été minutieux, méthodique. Chaque étape,
calculé et planifié avec précision. L'homme avec qui je prenais mon petit déjeuner chaque matin menait une double vie, complotant ma mort tout en m'embrassant pour me dire au revoir avant de partir au travail. J'ai aussi découvert qu'il avait fait des recherches sur d'autres méthodes avant de se décider pour la chute mise en scène. L'historique de navigation sur un vieil ordinateur portable montrait des recherches sur l'empoisonnement au monoxyde de carbone, les noyades accidentelles, les interactions médicamenteuses pouvant provoquer une insuffisance cardiaque. Il avait étudié ces options comme quelqu'un qui compare des appareils électroménagers. Quelle méthode serait la plus crédible ? Laquelle soulèverait le moins de questions ? Laquelle lui donnerait les meilleures chances de toucher cet argent d'assurance sans suspicion ? J'ai trouvé des emails entre Tyler et Nathalie discutant de « problèmes » et de « solutions ». Rien d'explicite, rien de directement incriminant, mais les implications étaient claires lorsqu'on les lisait dans leur contexte. Sa sœur savait, avait peut-être même aidé à planifier. L'implication de Dorothy était plus trouble. Elle semblait plus coupable par ignorance volontaire que par participation active. Elle voyait ce qu'elle voulait voir et ignorait le reste. 3 semaines après mon accident, j'ai découvert la vraie raison. L'entreprise de Tyler était en faillite. La société d'investissement qu'il avait créée avec tant de confiance se noyait sous les dettes et les mauvaises décisions. Il devait des centaines de milliers de dollars à des investisseurs. De l'argent qu'il n'avait pas. De l'argent qu'il ne pouvait obtenir que par mon assurance vie. 2 millions résoudrait tous ses problèmes, rembourserait ses dettes, lui permettrait de repartir à zéro. Tout ce dont il avait besoin, c'était que je meure dans un accident crédible. J'étais assise dans notre bureau, fixant les documents financiers, et quelque chose de froid et de tranchant s'est solidifié dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de quelque chose que j'avais fait ou pas fait. J'étais juste pratique, juste une solution à son problème. Il m'avait épousée, avait construit une vie avec moi, avait dormi à mes côtés pendant 5 ans, et tout cela signifiait si peu qu'il pouvait essayer de me tuer pour de l'argent. Cette prise de conscience faisait plus mal que mes blessures encore en voie de guérison. J'ai tout documenté, photographié les dossiers, transféré les emails sur des comptes sécurisés auxquels il ne pouvait pas accéder, construit un dossier pièce par pièce tout en prétendant être l'épouse inconsciente se remettant d'un tragique accident. Brooke a suggéré un avocat. Son ami connaissait quelqu'un de discret, quelqu'un qui s'occupait de cas comme celui-ci. L'avocat Nathan Cross m'a rencontré dans un café à 40 minutes de chez moi, où personne ne me reconnaîtrait. Il a examiné tout ce que j'avais rassemblé avec une attention minutieuse. C'est substantiel, a-t-il finalement dit. La vidéo seule est accablante. Combinée à la police d'assurance falsifiée, aux mobiles financiers et aux enregistrements de sécurité supprimés, vous avez un dossier solide pour tentative de meurtre. Possiblement complicité, si nous pouvons prouver l'implication de sa sœur. Ses doigts tapotaient le dossier de preuves que j'avais compilé, organisé chronologiquement avec des onglets marquant les documents critiques, les relevés bancaires, les impressions de mai, les captures d'écran du téléphone prépayé. Les photographies de la demande d'assurance falsifiée avec ma signature qui ne correspondait pas tout à fait à d'autres exemples de mon écriture. Le défi sera l'argument de la défense sur la raison pour laquelle vous avez attendu, a poursuivi Nathan. Pourquoi vous n'êtes pas allé immédiatement aux autorités après avoir découvert la vidéo? Ils suggéreront que vous avez fabriqué des preuves pendant ce temps. Créé de faux documents pour piéger un homme innocent. Mais j'ai des témoins. Ashley peut témoigner du moment où elle m'a donné la vidéo. Ma sœur connaît la chronologie. Tout est documenté avec des métadonnées et des horodatages. Ils essaieront quand même. Des hommes riches avec de bons avocats se sont sortis de cas plus solides que celui-ci. Nous devons être préparés à tous les angles possibles qu'ils pourraient utiliser. Il a expliqué comment les avocats de Tyler attaqueraient probablement ma crédibilité, pointeraient du doigt le traumatisme crânien et suggéreraient que mes souvenirs n'étaient pas fiables. Il prétendrait que le traumatisme m'avait rendu paranoïaque, voyant de la malveillance là où il n'y avait qu'un malheureux accident. Il le dépeindrait comme un mari dévoué, anéanti par de fausses accusations d'une épouse mentalement instable. Les aveux sont la clé, a souligné Nathan. Si nous pouvons l'enregistrer en train d'admettre ce qu'il a fait, ses propres mots deviendront la preuve la plus solide.
C'est beaucoup plus difficile de prétendre à une fabrication quand c'est sa voix, ses admissions. Que dois-je faire? Nous allons à la police, au procureur. Nous présentons tout d'un coup des preuves accablantes qu'ils ne peuvent ignorer ou rejeter. Votre mari se fait arrêter et vous obtenez une protection. Combien de temps restera-t-il en prison? Nathan a hésité. La libération sous caution est probable étant donné son absence de casier judiciaire. Mais avec les preuves, nous pouvons plaider qu'il y a un risque de fuite et un danger pour vous. Ça dépend du juge. La caution. Ce qui signifiait qu'il pourrait être dehors en quelques jours, en colère et dangereux. Sachant que je l'avais trahi, sachant que je me souvenais de tout. Il doit y avoir un autre moyen, ai-je dit. Quelque chose qui garantit qu'il ne pourra plus me faire de mal, ni à personne d'autre. Comme quoi? J'y pense depuis des jours, des semaines. Allongé à côté de lui dans le noir, à l'écouter respirer, à imaginer différents scénarios. Je veux le faire avouer. L'enregistrer en train d'admettre tout. Alors il ne pourra pas prétendre que la vidéo a été truquée ou que les preuves ont été fabriquées. Ce seront ses propres mots qui le condamneront. Nathan a froncé les sourcils. C'est risqué. Extrêmement risqué. S'il soupçonne quoi que ce soit, si vous poussez trop fort, il pourrait réessayer. Et cette fois, il ne manquera pas son coup. Alors aidez-moi à le faire correctement. Aidez-moi à m'assurer que je suis protégée pendant que j'obtiens ce dont nous avons besoin. Il n'aimait pas ça. Brooke l'a encore moins aimé quand je lui ai expliqué le plan, mais ils ont tous les deux compris. Les preuves pouvaient être remises en question. Les enregistrements pouvaient être contestés. Mais des aveux clairs et spontanés, c'était irréfutable. J'ai dit à Tyler que je m'étais souvenu de quelque chose. Juste un fragment, mais ça revenait. Je l'ai dit prudemment, en observant sa réaction. Il est devenu très immobile. C'est merveilleux, chérie. De quoi te souviens-tu? Juste des images. Tu étais là, dans la cave. On parlait de quelque chose. Probablement du dîner, a-t-il dit rapidement. Comme je te l'ai dit, je suis descendu pour te demander pour le dîner et je t'ai trouvé après ta chute. Peut-être que tout est confus. Au cours des jours suivants, j'ai laissé tomber d'autres indices, de petits morceaux conçus pour le rendre nerveux, pour qu'il se demande ce que je savais vraiment. Son comportement a changé subtilement. Il est devenu plus attentif, plus prévenant, plus vigilant. Dorothy venait moins souvent. Nathalie a complètement cessé de venir. Tyler passait plus de temps sur son téléphone, tapant des messages qui l'orientaient loin de moi. Ils étaient inquiets, essayant de décider quoi faire de l'épouse qui se souvenait peut-être de trop de choses. Je portais un micro pendant tout ce temps, un minuscule dispositif qu'Ashley m'avait aidé à acquérir par des connexions sur lesquelles je n'ai pas posé de questions. Tout ce que Tyler disait était enregistré. Chaque conversation, chaque lapsus. Mais il était prudent. Il ne disait jamais rien de directement incriminant. Juste des assurances vides et une fausse inquiétude. Je devais pousser plus fort. Je veux voir la cave, ai-je annoncé un soir. Là où c'est arrivé. Peut-être que ça m'aidera à me souvenir. La fourchette de Tyler s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Est-ce une bonne idée? Le médecin a dit de ne pas te stresser. J'ai besoin de la voir. Besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas refuser sans paraître suspect. Nous sommes descendus ensemble. Lui ouvrant la voie avec une prudence exagérée, comme si les escaliers étaient des obstacles dangereux au lieu de simples marches que j'avais empruntées des centaines de fois. La cave avait l'air normal, propre. L'étagère métallique où j'avais heurté ma tête avait été déplacée contre un autre mur. Le marteau avait disparu. Toute preuve de ce qui s'était réellement passé avait été soigneusement effacée. J'étais juste ici, ai-je dit en me déplaçant approximativement là où la caméra m'avait montré. Et tu es descendu par les escaliers. Je t'ai trouvé en bas, a-t-il corrigé. Déjà tombé. Non. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu es descendu pendant que je chargeais la machine à laver. Tu m'as dit quelque chose qui m'a fait peur. Son expression a légèrement changé, mais je l'ai vu.
Le masque se fissurait. Tu es confuse. Le traumatisme crânien. Je ne suis pas confuse, Tyler. Je me souviens. Nous nous sommes regardés. L'air semblait lourd d'une vérité tacite. Ses mains se sont serrées en poing à ses côtés, puis se sont délibérément détendues. De quoi penses-tu te souvenir exactement, a-t-il demandé prudemment. De tout. Je me souviens que tu m'as attrapé, secoué, poussé contre cette étagère. J'ai montré l'endroit où elle se trouvait auparavant. Je me souviens d'être allongé sur le sol pendant que tu appelais quelqu'un, pendant que tu déplaçais des choses pour faire croire à un accident. Silence. Long et lourd. Le visage de Tyler est passé par plusieurs expressions avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. D'accord, a-t-il dit calmement. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Oui, je t'ai poussé. Je ne voulais pas que tu te cognes la tête si fort, mais oui, c'est arrivé. Mon cœur battait la chamade. Il avouait. Il avouait vraiment. Le micro enregistrait chaque mot. Pourquoi? L'entreprise. Tu sais à quel point les choses vont mal. J'avais besoin. Il s'est arrêté. A secoué la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tu as souscrit une police d'assurance vie sur moi. Tu as falsifié ma signature. Tu as planifié ça. Ses yeux se sont plissés. Comment savais-tu ça? J'ai tout trouvé. Les documents financiers, les emails avec Nathalie. Tout. Tyler a ri. Mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Bien sûr que tu l'as fait. Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien. J'ai dit à Nat qu'on aurait dû être plus prudent. Donc, ta sœur t'a aidé à planifier mon meurtre. Ce n'était pas censé être un meurtre. Juste un accident. Rapide, sans douleur. Tu n'aurais pas souffert. La désinvolture dans sa voix m'a retourné l'estomac, comme s'il discutait d'une transaction commerciale au lieu du meurtre de sa femme. Et maintenant, ai-je demandé, qu'est-ce qui se passe maintenant que je sais tout? Il s'est rapproché. J'ai tenu bon, même si chaque instinct me hurlait de fuir. Nous étions seuls dans la cave. La même cave où il avait essayé de me tuer. L'histoire se répétait. Maintenant, a-t-il dit lentement, nous avons un problème. Parce que tu es là, à me dire que tu te souviens de tout, ce qui signifie que tu en as probablement parlé à quelqu'un. Probablement à ta sœur, peut-être à la police. Ce qui signifie que je suis déjà fini. Tu pourrais fuir. Prendre l'argent qu'il te reste et disparaître. Je pourrais. Il a tendu la main, a attrapé mon poignet. Pas doucement. Sa prise était de fer, meurtrière. Ou je pourrais finir ce que j'ai commencé. Prétendre que tu as eu un autre accident. Que tu es encore tombé dans ces escaliers parce que tu étais en convalescence et instable. Qui le remettrait en question? Tout le monde le remettrait en question. Je t'ai dit que j'avais trouvé des preuves. S'il m'arrive quelque chose maintenant, tu es le suspect évident. Les preuves peuvent disparaître. Les maisons peuvent brûler. Les disques durs peuvent être détruits. Son autre main est montée à ma gorge. Ne serrant pas encore. Juste posée là. Une menace. Tu aurais dû fuir quand tu en avais l'occasion. Aurais dû prendre tes soupçons et aller quelque part où je ne pourrais pas te trouver. Mais tu es resté. Tu as joué au détective. Et maintenant, tu t'es acculé dans un coin avec moi. C'était le moment. Le moment où tout pouvait mal tourner. Où mon plan pouvait s'effondrer et me laisser vraiment impuissante face à un homme qui avait déjà essayé de me tuer une fois. Tu as raison, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. J'aurais dû fuir. J'aurais dû aller à la police immédiatement. Mais je ne pouvais pas, parce que malgré tout ce que tu as fait, une partie de moi avait besoin de t'entendre le dire. Besoin de comprendre comment l'homme que j'ai épousé a pu me faire ça. Je ne suis pas l'homme que tu as épousé. Ce n'était qu'un personnage, un rôle que je jouais. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Tu as vu un mari aimant. J'ai vu une police d'assurance. La cruauté de ces mots coupait plus profondément que n'importe quelle blessure physique.
Le micro a tout capté. Chaque horrible aveu. Chaque déclaration sans cœur. Laisse-moi partir, Tyler. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es déjà filmé en ce moment. Toute cette conversation. Par plusieurs caméras que tu ne connais pas et que tu ne peux pas supprimer. Sa prise s'est légèrement desserrée. Le doute a vacillé sur son visage. Tu bluffes. Est-ce que je bluffe? Après tout ce que je t'ai dit avoir trouvé, tu penses que je n'aurais pas pris de précautions? Tu penses que je serais descendu ici seul avec toi sans assurance? Je bluffais à propos des caméras. Il n'y avait que le micro. Mais il ne le savait pas. Ne pouvait pas risquer que je dise la vérité. Il m'a lâché, reculant. Son expression est devenue calculatrice. Même avec des enregistrements, tu as besoin de moi vivant pour faire face à un procès. Les morts ne paient pas pour leurs crimes. C'est vrai. C'est pourquoi je sors de cette cave tout de suite. Et tu vas me laisser faire. Parce que si tu ne le fais pas, ma sœur appelle la police avec tout ce que j'ai rassemblé, chaque document. Chaque enregistrement. Et tu passeras le reste de ta vie en prison pour meurtre au lieu de simple tentative de meurtre. Tu ne peux pas prouver. J'ai l'enregistrement de sécurité original. Celui que tu pensais avoir supprimé. Quelqu'un l'a sauvegardé avant que tu ne puisses tout effacer. Je t'ai regardé m'attaquer en vidéo chaque nuit pendant que tu dormais à côté de moi. Le sang a quitté son visage. Il ne l'avait pas su, n'avait pas soupçonné que la vidéo existait encore quelque part. C'était son erreur de calcul, son erreur fatale. Qui a-t-il exigé? Qui l'a sauvegardée? Est-ce que ça a de l'importance? Elle existe. Avec tes documents d'assurance falsifiés, tes dossiers financiers montrant le mobile, et maintenant cette conversation où tu as tout avoué. Tu es fini, Tyler. J'ai marché devant lui vers les escaliers, m'attendant à moitié à ce qu'il m'attrape à nouveau. Il n'a pas bougé. Il est juste resté là, au milieu de notre cave, l'air de voir son monde s'effondrer. Parce que c'était le cas. En haut, Brooke attendait avec 2 policiers. Nous avions tout parfaitement synchronisé. Nathan les avait convaincus d'attendre à l'extérieur avec l'assurance que le micro capturerait tout en toute sécurité, bien qu'ils aient été réticents. L'officier Martinez avait insisté pour rester près de la porte de la cave, prêt à intervenir au premier signe de menace physique. Ils sont entrés maintenant, et Tyler n'a même pas essayé de fuir. Il les a juste laissés lui passer les menottes avec une expression vide pendant que l'officier Martinez lui lisait ses droits. Nathan Cross avait le procureur prêt à déposer des accusations immédiatement. Avec la vidéo, l'enregistrement du micro, les documents falsifiés et les propres aveux de Tyler, la caution a été refusée. Risque de fuite, danger pour la victime. Il resterait enfermé jusqu'au procès. Nathalie a été arrêtée 2 jours plus tard en tant que complice. Les emails entre eux étaient suffisamment accablants, combinés aux témoignages sur son comportement à l'hôpital. Dorothy n'a pas été inculpée. Le procureur a déterminé qu'elle avait été volontairement ignorante plutôt qu'activement complice. Le procès a duré 8 mois. Les avocats de Tyler ont tout essayé. Ils ont prétendu que la vidéo était truquée, ont soutenu que l'enregistrement du micro avait été obtenu illégalement, ont attaqué ma crédibilité et mon état mental. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, fraude, complot, falsification. 25 ans minimum. Nathalie a eu 7 ans pour son rôle dans la planification. J'ai témoigné pendant la phase de détermination de la peine. J'ai regardé Tyler dans les yeux une dernière fois en décrivant ce que c'était de voir son mari essayer de vous tuer. Ce que cela signifiait de partager un lit avec votre meurtrier en puissance tout en rassemblant des preuves. La trahison, la peur, la rage. Le juge a tout écouté et a ajouté 5 années supplémentaires à la peine de Tyler. 30 ans au total. Il serait âgé quand il sortirait. S'il sortait. Ashley, l'infirmière qui m'avait sauvé la vie en sauvegardant cette vidéo, est venue à la condamnation. Elle m'a serré dans ses bras après, et nous avons toutes les 2 pleuré.
Elle avait risqué son emploi et peut-être sa sécurité pour aider une inconnue. N'avait rien demandé en retour, sauf la justice. Dorothy a essayé de s'excuser des mois plus tard. A prétendu qu'elle n'en avait aucune idée, que Tyler l'avait trompée aussi. Je n'ai pas accepté. Elle avait choisi l'aveuglement volontaire plutôt que de me protéger. Elle avait chuchoté des avertissements à son fils au lieu de poser des questions inconfortables. Une certaine complicité est passive, mais c'est toujours de la complicité. Brooke et moi nous sommes rapprochés à travers tout cela. Une sororité forgée dans la crise. Elle a tout laissé tomber pour m'aider sans hésitation, et je ne l'oublierai pas. La police d'assurance vie de 2 millions de dollars a été invalidée en raison de la fraude. Les actifs de l'entreprise de Tyler ont été saisis pour rembourser les investisseurs. Il a tout perdu. Sa liberté, son argent, son avenir. Tout ce pourquoi il avait essayé de me tuer. J'ai gardé la maison. Notre maison. Certaines personnes ont trouvé ça étrange, que je devrais déménager quelque part sans souvenir terrible. Mais je me la suis réappropriée. Chaque pièce, y compris la cave. Je refusais de le laisser prendre ma maison avec tout le reste qu'il avait volé. À la date anniversaire de mon réveil dans ce lit d'hôpital, je suis descendue seule à la cave. Je me suis tenue à l'endroit exact où Tyler m'avait poussé, où j'avais heurté ma tête et failli mourir. L'étagère métallique était de retour à sa place d'origine maintenant. La machine à laver ronronnait toujours dans le coin pendant les cycles de lessive. Mais c'était à moi. La peur avait disparu. Les cauchemars s'étaient estompés. J'avais repris non seulement ma maison, mais ma vie, ma sécurité, mon avenir. J'ai pensé à la femme qui était descendue par ses escaliers avec un panier de linge, inconsciente que son mari était sur le point d'essayer de la tuer. Elle avait été confiante, naïve, aveugle au danger qui dormait à ses côtés chaque nuit. Cette femme-là est morte dans cette cave. J'avais survécu, mais j'étais différente maintenant. Plus dure, plus prudente, moins prompte à accepter les explications de surface ou à faire confiance sans vérification. Était-ce mieux? Je n'en étais pas sûre, mais c'était nécessaire. Tyler m'avait voulu morte pour de l'argent. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose de bien pire pour lui-même. Une victime qui a survécu, une épouse qui a refusé de se taire. Une femme qui avait rassemblé les preuves et construit le dossier qui l'emprisonnerait pendant des décennies. Parfois, tard dans la nuit, je me demande s'il y pense. À ce moment dans cette cave où il a réalisé que je savais tout. Quand ses plans minutieux se sont effondrés à cause d'une seule infirmière qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû et a fait le choix courageux de le sauvegarder. Le courage d'une seule personne avait tout changé. Ashley avait vu trop de femmes mourir dans des accidents. Elle avait enfreint le protocole, risqué des conséquences, et sauvegardé des preuves qui m'ont sauvé la vie et ont mis un homme dangereux en prison. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation de lutte contre la violence domestique après la fin du procès. J'ai aidé d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs, les ai encouragées à faire confiance à leur instinct, leur ai appris à documenter et à rassembler des preuves en toute sécurité. Mon histoire est devenue leur espoir. La preuve que les agresseurs pouvaient être arrêtés, que la justice était possible. Certaines femmes m'ont remercié d'avoir parlé publiquement de ce qui s'était passé. D'autres ont partagé leurs propres histoires de partenaires qui avaient essayé de leur faire du mal. Chaque conversation renforçait la même vérité. J'avais eu de la chance. De la chance qu'Ashley ait vu la vidéo. De la chance d'avoir survécu. De la chance d'avoir eu les ressources et le soutien pour me battre. Trop de femmes n'avaient pas cette chance. Leur accident n'était jamais remis en question. Leur mort n'était jamais enquêtée au-delà de la surface. Leur partenaire s'en sortait libre, pour recommencer avec quelqu'un de nouveau. Cette pensée me tenait éveillée certaines nuits. Les Tyler Patterson du monde qui réussissaient là où le mien avait échoué. Des femmes dans des lits d'hôpital ou des tombes pendant que tout le monde acceptait l'explication du mari inquiet, du veuf éploré. Mais j'étais en vie. J'avais gagné. Et maintenant, j'utilise cette victoire pour aider les autres à gagner aussi. La maison est calme ce soir. Juste moi dans le silence et les souvenirs qui n'ont plus de pouvoir sur moi. Demain,
je rencontre une femme dont le mari a un comportement étrange, qui a des bleus qu'elle ne peut pas expliquer et des lacunes dans sa mémoire, qui a peur mais ne sait pas pourquoi. Je lui dirai de faire confiance à cette peur. De tout documenter, de trouver ça, Ashley, qui que soit cette personne, de survivre d'abord et de chercher la justice ensuite. Et je lui montrerai qu'il est possible de se réveiller dans un lit d'hôpital sans mémoire, avec un mari menteur, et de s'en sortir victorieuse, de reconquérir sa vie, sa sécurité et son avenir. De gagner.